Eh bien, bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette conférence en ligne organisée par le RTES, Réseau des collectivités territoriales pour une économie solidaire, autour de la thématique économie sociale et solidaire, territoire et transition à l'échelle européenne. Alors, pourquoi cette thématique qui recouvre plusieurs dimensions ? Parce que nous sommes convaincus au RTES que l'articulation entre économie sociale et solidaire et l'échelle territoriale est une des clés pour mener et amorcer en tout cas les transitions économiques, sociales et environnementales nécessaires face aux différentes crises que l'on traverse actuellement, et que cela peut se faire, selon nous, qu'en lien avec la dimension européenne. J'en dis pas plus, puisque vraiment je laisserai Patricia Andriot, vice-présidente du RTES, en dire davantage là-dessus. Mais en tout cas, voilà, cette conviction du RTES explique déjà la thématique à plusieurs dimensions de cette conférence. Il nous semblait donc important aussi de faire un point sur le Green Deal, qui est le pacte vert, le plan d'action européen qui a été adopté par la Commission européenne en décembre 2019. Et qui vise notamment la neutralité carbone à l'échelle, à viser à l'horizon 2050. De faire donc un point sur ce Green Deal, sur ce qu'il recouvre et les opportunités qu'il représente pour les territoires et l'économie sociale et solidaire. Et puis surtout aussi dans ce contexte particulier, qui est la crise du Covid-19 que nous traversons, on voit que voilà, cette crise interroge quand même fortement nos manières de consommer, de produire, qu'elle vient aussi interpeller les personnes et les territoires sur leur capacité de résilience. Et donc, on voit que le sujet qui nous rassemble aujourd'hui prend une tonalité un petit peu particulière, à savoir est-ce que le Green Deal peut être une part de la réponse face à cette crise qui aura, crise sanitaire, mais qui aura, on le sait, de fortes répercussions économiques. Est-ce que les plans d'urgence et de relance économique adoptés par les différents gouvernements nationaux, mais aussi locaux, sont en accord avec ce pacte vert, et quels sont les rôles de l'Union européenne, des territoires, pour une relance verte, pour une relance qu'on va appeler verte. Voilà, donc comment les territoires peuvent se saisir des cadres européens pour avancer sur les enjeux de transition. C'est donc le sujet qui nous réunit aujourd'hui. Pour aborder ce sujet, nous avons fait appel à 3 personnes. Donc, je le disais tout à l'heure, Patricia Andriot, qui est vice-présidente du RTES et élue à la communauté de communes Aubry-Vingeanne-Mont-Saujonais, qui, elle vous en dira plus, mais qui est située en région Grand Est. Denis Tokac, qui est président du Think and Do Tank pour la solidarité. Voilà, on y reviendra également plus tard. Et Patrick Lin, qui est chef de service économie sociale et entreprise sociale à la DG Gros, à la Commission européenne. Avant de donner la parole, je voulais vous indiquer donc que vous étiez 130 inscrits à cette conférence en ligne, vous êtes actuellement 91 connectés, et que nous souhaitons que celle-ci soit la plus participative possible. Alors, bien sûr, l'outil conférence en ligne n'est pas idéal, mais en tout cas, il y a possibilité vraiment d'échanger avec nous par le module que vous aurez en bas de votre écran QR, donc questions-réponses ou converser. C'est plus simple si vous utilisez pour moi le module questions-réponses, mais les deux sont possibles. Et aussi par rapport au format de ce webinaire qu'on a pensé tous les 4, essayer de donner le plus possible de place aux échanges. Et donc, je vais d'abord donner la parole aux 3 intervenants pour un petit temps introductif sur une question particulière. On s'est dit de 8 à 10 minutes, et ensuite voilà, laisser le plus de temps possible à vos échanges. Donc n'hésitez pas à poser des questions, voire partager vos expériences, et je relayerai dès que possible aux intervenants. Voilà, je pense que je vous ai tout dit sur la question pratico-pratique. Et donc, je vais donner la parole à Patricia Andriot pour commencer. Donc, afin qu'elle nous précise voilà, pourquoi c'est important pour la RTES de faire le lien entre économie sociale et solidaire, transition, mais aussi territoire et échelle européenne, et comment les collectivités territoriales peuvent s'emparer des cadres européens, comment ils peuvent éventuellement les faire évoluer, et ce que fait le RTES et ses membres en ce sens.
Patricia. Merci Chloé, bonjour à tous. Merci à Patrick et à Denis aussi de nous avoir rejoints pour animer cette conférence. Donc comme le disait Chloé, moi je suis effectivement élue d'une commune très rurale de 350 habitants, donc réélue le 15 mars dernier, et je siégeais, c'est pas recomposé aujourd'hui, mais à la communauté de communes elle-même. Donc on est situé en Grand Est, mais aux confins de la Bourgogne, territoire très rural de 8 habitants au kilomètre carré, territoire où se situe le tout nouveau parc national de Forêt. Voilà, pour situer un petit peu les choses. Donc où l'économie sociale et solidaire a un rôle assez important sur les solidarités. Donc à ce titre, je représente la communauté de communes au RTES et j'ai l'honneur d'en être vice-présidente. Et puis jusqu'à ces derniers jours, professionnellement, je coordonnais un programme européen, de fonds européens. Donc voilà un petit peu d'où je parle pour cette conférence. Donc pourquoi il nous a paru important à cette date de proposer cette question sur la connexion entre l'Europe et les territoires et en quoi c'est un levier pour l'économie sociale et solidaire, outre le fait que le confinement fait que c'est le temps des webinars. La crise, mais avant la crise même, les périodes de transition invitent quand même à se reposer la question de la place de l'Europe dans les territoires et le rôle que les collectivités, quelle est l'appropriation par les collectivités de cette dimension européenne. Au-delà de l'appropriation la plus évidente qui est celle qui est financière. On connaît l'Europe parce qu'en général, on va chercher des fonds européens. Mais de notre point de vue, il y a un vrai enjeu à dépasser cette approche de l'Europe et que l'économie sociale et solidaire doit vraiment se servir de ça, mais c'est aussi un bon levier pour avoir d'autres approches de l'Union européenne. Et ce qui nous semble, c'est que la crise qu'on connaît actuelle, qui est quand même vraiment exceptionnelle et peut-être refondatrice, je ne sais pas, de quelque chose de nouveau, mais enfin, dans un sens, bon, on va bouger les lignes. On se dit que quand même, ça change peut-être la représentation de l'Europe. Ça nous inscrit de fait dans un contexte européen, en bien ou en pas bien, mais parce qu'on compare les choses, parce que de fait, pour se sortir d'une telle crise que l'Europe, que nos pays n'ont jamais connue, que nos générations n'ont jamais connue depuis la guerre, quand même, on se dit bien qu'à un moment donné, il faut s'inscrire dans un cadre européen sur le plan économique, et on se dit aussi que peut-être la coordination européenne est à revoir. Mais je trouve que ça nous projette quand même dans une autre approche européenne. La crise aussi induit une nouvelle approche des solidarités. On voit bien que sur les territoires, on a réagi pour des choses d'alimentation, d'approvisionnement en masques, de comment on aide les familles à assurer les devoirs et le suivi et la continuité scolaire, enfin, l'aide aux soignants. Et tout ça génère des solidarités sur les territoires, mais aussi des solidarités, des interrogations des modèles économiques. Donc même si on ne parle pas d'ESS en tant que tel, ça réinterroge quand même la place de cette forme d'économie territoriale, locale, et qui met l'homme en son cœur. Et puis, la crise réinterroge aussi la place des territoires, parce qu'on voit quand même bien tous les jours que le débat entre qu'est-ce que doit faire l'État et qu'est-ce que font les territoires et qu'est-ce que font les territoires au plus près, il est permanent. Et on voit quand même que la résilience, la capacité à l'alimentation, aux solidarités que j'évoquais, elles se jouent au niveau des territoires. Donc c'est tout ça qui donne une actualité particulière et qui nous laissait penser que le sujet était intéressant. Et ce qu'on pense, c'est que les collectivités, elles ont un rôle à jouer, un rôle d'animateur, de facilitateur, parfois de décideur, mais quand même qu'il y a un rôle clé pour favoriser cet écosystème, parce qu'on est quand même sur une ligne de crête. Moi, je ne suis pas devin et je ne sais pas dire si après, ça va permettre, comme par magie, d'inventer le monde de demain. J'y crois pas trop, mais je pense pas non plus que les choses, et j'espère pas en tout cas que les choses, ça va pas réinterroger sur nos modèles, notamment par rapport aux transitions écologiques, numériques, alimentaires, sur lesquelles on se questionnait de plus en plus et on sentait l'urgence et le mur venir. Et le fait qu'on se heurte à un mur qui n'est peut-être pas celui qu'on attendait doit nous réinterroger. Et pour moi, les choses ne sont pas du tout écrites, ni dans un sens ni dans l'autre. On n'aura pas un monde merveilleux demain comme par magie. On n'est pas obligé non plus de s'inscrire dans la continuité, mais ça, il faut le construire. Et c'est bien l'écosystème des territoires qui va largement y participer. Les sociétés civiles, elles ont un rôle important. Et donc, et les collectivités aussi. Et pour nous, il y a 4 enjeux que je vais énumérer juste avant de passer la parole à
à mes collègues, je dirais même 5 enjeux quand même sur cette question du lien entre territoire et Europe. J'ai dit, d'abord, je trouve un enjeu que je qualifierais d'imaginaire, au sens où dans quel registre on s'inscrit, que représente l'Europe pour nous, comment on vit cette construction européenne. Et au sein du RTES et dans les collectivités territoriales, ce qu'on essaie d'accompagner, c'est aussi la dimension d'ouverture, et c'est pour ça que nous on considère que les projets de coopération territoriale jouent un rôle important parce que ça permet de donner à voir de l'ailleurs. On a parmi nos collectivités, je pense à Strasbourg, je pense à la Nouvelle-Aquitaine, excusez-moi, beaucoup de collectivités de toute échelle. La Comcom dans laquelle je suis, la commune dans laquelle je suis est inscrite dans un projet de coopération avec la Roumanie. Mais cet échange-là, qui n'est pas financier, est une dimension très importante. Le deuxième registre de questionnement que ça pose et sur lesquels on nous invite à s'interroger aujourd'hui, c'est réglementaire. J'ai vu passer hier ou avant-hier un appel de députés français qui se disent pour profiter de la crise pour remettre en cause la question de la place des produits locaux dans les marchés publics. La logique européenne a une vision, s'inscrit dans un registre et dans une pensée quand même très concurrentielle, qui a certaines vertus, mais dans l'idée qu'il faut régir les règles de collectivité en mettant en concurrence les acteurs. Ce qui n'est pas sans poser de nombreux problèmes au niveau des collectivités locales, hein, sur des appels à des marchés publics par exemple. Et je pense que c'est l'occasion, et nous c'est ce qu'on prône aussi au RTS, que c'est le moment à réinterroger ces cadres réglementaires, à faire de la place, à inscrire les choses pour qu'on pense plus coopération que compétition. Ça nous paraît un enjeu majeur. Et il ne suffit pas d'attendre que les règles européennes changent, ça ne se fera pas comme ça. C'est aussi en sachant pousser les lignes dans les marchés publics, dans les outils juridiques. On pourra aller plus loin dans le débat, mais il y a des collectivités, je pense à Strasbourg, Villeurbanne, qui ont mis en place ce qu'on appelle des services d'intérêt général, des SIEG, qui sont d'autres modalités pour contractualiser avec les acteurs du territoire. En tout cas, il y a cet enjeu réglementaire. Il y a un enjeu financier aussi. Il se trouve qu'on est à l'aube d'une nouvelle programmation de fonds européens, ce qu'on appelle les fonds structurels européens, FSE, FEADER, FEDER que vous connaissez bien dans vos collectivités, qui apparaissent souvent barbares, assez techno, difficilement d'accès, en tout cas dans les petites collectivités qui ont peu d'ingénierie. C'est un enjeu important, puisqu'on est en pleine discussion de cette nouvelle programmation, de voir comment l'économie sociale et solidaire y trouve sa place. Et je pense que Patrick et Denis en parleront mieux que moi. Mais en tout cas, c'est une question. Et c'est une question pour nos collectivités de dire comment on se sert de ces fonds-là pour installer l'économie sociale et solidaire, y compris la PAC, la politique agricole commune, qui est un fonds très important. Il y a des enjeux pour repenser la logique alimentaire territoriale, et pas que la place du monde agricole, mais la place de plein d'acteurs qui relèvent de l'économie sociale et solidaire sur les territoires et qui ont un rôle sur l'alimentation locale. Donc il y a un levier quand même de repenser ces enjeux financiers. On parlera aussi du Green Deal, mais voilà, autant il ne faut pas que l'Europe ne soit qu'à cette dimension-là, autant il faut qu'elle y ait sa place. Et je pense qu'on y reviendra, mais Nicolas Schmit, le commissaire européen qui est en charge de l'économie sociale, a, je crois, ces derniers jours fait un discours porteur d'espoir en ce sens, et c'est important. Et là encore, il ne suffit pas d'attendre que ces cadres viennent de l'Europe, il faut qu'on pousse, il faut vraiment que cette rencontre vienne de forces qui se rencontrent. Deux enjeux encore avant de laisser la parole, c'est la question de l'articulation entre les niveaux de collectivité en France. On est en plein dans le débat sur plein de sujets en ce moment, notamment la question de l'école, mais qui fait quoi? Et un des défis à relever, c'est l'articulation entre les niveaux, et l'économie sociale et solidaire est un levier pour ce faire, pour penser différemment les choses, notamment en matière de transition. Quand on est face à des notions je pense au programme Smart Villages, où l'idée c'est de se dire de servir du numérique pour penser autrement, les relations, il faut savoir travailler différemment avec les régions, avec les départements, et plus en coopération. Et souvent, comme l'économie sociale et solidaire, c'est un petit secteur, c'est envisagé comme quelque chose d'à côté, je dis souvent un supplément d'âme, c'est une bonne thématique, des bons sujets pour faire en sorte que les collectivités collaborent ensemble et s'articulent différemment. Et enfin, le dernier sujet, c'est que un enjeu, c'est de penser, et la crise devrait nous y aider, c'est de penser autrement les relations avec les acteurs du territoire, et de créer des cadres de co-construction, c'est-à-dire on sait discuter, mais pas juste avant de lancer un appel à projet, un appel à subvention, avec les acteurs du territoire, et faire en sorte que tous ces acteurs travaillent ensemble
Et donc, ça veut dire installer aussi une ingénierie spécifique. Enfin, je pense que quand on parle des fonds européens, la part du travail des territoires de nos collectivités, c'est de savoir et d'oser dédier des moyens à une ingénierie spécifique. Ne pas perdre de vue que l'Europe, c'est une culture particulière, c'est souvent la maîtrise de l'anglais, et que ça, il faut des moyens dédiés et se donner les moyens. Pas se dire on va chercher une subvention européenne comme on va chercher une subvention d'État, c'est pas du tout la même logique. Et je pense qu'il faut prendre conscience de ça et oser se donner les moyens de ça. Ça coûte, mais ça rapporte beaucoup plus que ça coûte et ça crée de la coopération au-delà même de l'aspect financier. Voilà, peut-être pour débroussailler le sujet sans être trop longue, peut-être j'ai déjà été beaucoup, et passer la parole à Denis et à Patrick. Je remets mon micro, ça marchera mieux comme ça. Merci beaucoup, Patricia, pour cette introduction avec quand même un regard large sur, voilà, tu as bossé quand même et souligné, relevé plein d'enjeux. À ce moment-là, et je crois que ce serait bien de permettre à chacun des intervenants de faire son introduction comme on l'avait imaginé avant de procéder aux échanges, mais nous avons quand même une réflexion plutôt alors d'Adrien. Je suis embêtée parce que habituellement avec les noms que vous remplissez sur Zoom, je suis en capacité de vous identifier, mais là c'est un petit peu compliqué. Sans imprimante, enfin voilà, avec le confinement. Donc Adrien, n'hésitez pas donc à vous présenter quand vous faites une remarque ou une question. Adrien dit vision au niveau européen certes, mais nécessité d'agir au plus près des territoires, il me semble. Confère municipalisme, action locale et coopération pour appréhender plus justement les enjeux de la transition sur chaque territoire. Voilà, je voulais partager. Il me semble que Patricia en a déjà dit plusieurs mots, j'allais dire quelques mots, mais en fait beaucoup. Mais gardons effectivement en tête que c'est aussi au niveau des territoires effectivement que ça se joue. Alors, je voulais maintenant donner la parole à Denis Stocking, donc, qui est président du Think and Do Tank pour la solidarité, qui a rédigé récemment un policy paper sur le Green Deal et l'économie sociale, enjeux et perspectives. Donc, vous pourrez d'ailleurs trouver le lien sur la page de la conférence et puis évidemment sur le site de Pour la solidarité. Et donc, pour lui proposer déjà, pour commencer, de nous en dire un peu plus sur cette démarche et voilà, nous dire ce que le Green Deal contient en quelques mots et sur les opportunités qu'il représente et peut-être ses faiblesses aussi. Voilà, en quelques mots. Denis, normalement, tu peux prendre la parole. Oui, vous m'entendez? Très bien. Voilà. Bonjour à chacune et chacun. Merci RTES de m'avoir invité à ce débat, cette visioconférence. C'est évidemment toujours extrêmement désagréable de ne pas savoir, de ne pas voir à qui on parle, mais j'espère que vous m'entendez et que je pourrai répondre à vos attentes. Nous avons eu en primeur les questions, les demandes de chacune et chacun d'entre vous qui sont assez contradictoires, en tout cas complémentaires les unes aux autres. Et donc, on va essayer d'y répondre par nos interventions les uns les autres. Donc, effectivement, je dirige une structure basée à Bruxelles qui travaille avec beaucoup d'acteurs européens pour une Europe sociale et durable. C'est notre volonté, c'est de développer une Europe sociale et durable. Et nous le faisons à la fois en faisant du lobbying auprès des institutions européennes et à la fois en essayant de mobiliser des acteurs, spécialement des acteurs francophones, à répondre aux attentes de l'Union européenne ou au contraire qu'ensemble, on puisse apporter à l'Union européenne des messages clairs et nets. Donc, je fais partie du groupe d'experts de la Commission européenne sur l'économie sociale, dont s'occupe Patrick Lin notamment. Patrick Lin, monsieur économie sociale de la Commission européenne, qui fait ça remarquablement. Je te lance quelques fleurs, Patrick. Parfois, il y a des épines. Cette fois-ci, il n'y a pas d'épines. Et donc, il y a notre structure accompagne beaucoup d'acteurs européens. J'essaierai de donner des exemples, pas de ce que nous faisons, mais de ce qui est possible de faire pour les acteurs tout à l'heure en matière de transition. Alors, il y a un élément vraiment tout à fait nouveau. Je sais que certains d'entre vous, peut-être beaucoup d'entre vous,
le savent. Mais il y a un tournant dans les politiques européennes, c'est qu'il y a une nouvelle Commission européenne depuis novembre passé, et cette commission a mis comme première action le Green Deal, pacte vert pour ceux d'entre vous qui ne comprennent pas l'anglais. Je crois que dans tous les pays européens, on utilise l'expression Green Deal ou pacte vert, qui est une politique pour les 30 prochaines années. Donc, ce n'est pas une petite chose, ce n'est pas un petit élément. Et j'ai utilisé l'expression une politique, mais le mot est mal choisi. C'est en fait presque une vision pour les 30 années à venir. C'est-à-dire que ça dépasse de loin une action ou l'autre, des francs et centimes, ou des euros et des cents, un événement. C'est vraiment une vision pour l'Europe de transition. Alors, je sais que beaucoup d'entre vous partagent notre volonté, notre combat, notre action pour une Europe durable, pour une Europe sociale et durable. Mais je dirais que c'est quand même assez rare qu'on a la Commission européenne qui, comme première communication, mais le premier mois de la Commission mise en place, dit on va une Europe de la transition pour les 30 prochaines années. Et donc, cette vision, c'est quelque chose de nouveau, mais il faut faire extrêmement attention que, comme ça arrive quand même parfois, pour ne pas dire régulièrement, les grands acteurs économiques, financiers reprennent à leur compte des visions sociales et durables pour les récupérer. Et donc, notamment, nous avons fait dans notre structure pour la solidarité un papier que nous avons envoyé à un certain nombre d'acteurs de la Commission européenne ou d'acteurs européens pour dire attention, l'économie sociale et solidaire, elle n'est pas assez inscrite dans le Green Deal. Alors, on peut trouver des petits mots dans un texte ou un autre où on cite entre deux virgules l'économie sociale et solidaire, mais il y a un enjeu important pour que l'Union européenne intègre les politiques d'économie sociale et solidaire dans le Green Deal. Mais attention, ne croyez pas à vous, acteurs des collectivités territoriales ou acteurs de l'ESS, que je ne m'adresse que, je lance qu'une pierre que dans le champ de la Commission européenne. Je nous lance à nous, acteurs de l'ESS, tout autant de pierres, sinon plus, des gros cailloux, pour dire saisissons-nous aussi de ce Green Deal, faisons en sorte que l'économie sociale et solidaire, que les collectivités territoriales impliquées dans l'ESS se saisissent de cette opportunité que je me permets de qualifier d'historique, pour dire ensemble, mettons-nous ensemble pour prendre cette opportunité et transformer nos territoires, nos collectivités territoriales dans le cadre d'une vision européenne. Et donc, ensemble, nous serons plus forts, ensemble en Europe, nous serons plus forts, ensemble avec les collectivités territoriales, avec les acteurs de l'ESS, nous serons plus forts pour remporter cette possibilité, cette vision historique. Donc, encore une fois, il ne s'agit pas de dire, et alors, la Commission européenne, vous n'avez pas tenu compte de tel et tel élément. Avant tout, mobilisons-nous, acteurs de l'ESS, dans les collectivités territoriales, autour de cette vision. Donc, c'est le premier élément que je voulais faire passer comme message. Dans le cadre de cette vision, co-construisons, pour reprendre l'expression de Patricia, co-construisons pour ensemble répondre à ce défi de la transition. Et c'est important de souligner maintenant plus techniquement par rapport au Green Deal. Donc, j'ai dit que c'était une vision qui ça allait pendant les 30 prochaines années, mais il y a des étapes. Je dirais que les étapes, c'est la première, d'ici 2030, il y a un certain nombre d'éléments qui seront pris en compte. D'ici 2030, il y a une réduction de l'ordre de 55% des émissions de gaz à effet de serre qui doit être mise en œuvre. C'est très ambitieux quand on regarde la manière dont ça se passe, ça s'est passé les 10 dernières années, dont ça se passe dans d'autres pays. C'est un objectif assez ambitieux et c'est de nouveau une co-construction nécessaire pour y arriver. Alors, les budgets, l'Union européenne souhaite mobiliser 1 000 milliards d'ici 2030 à financer tant par le privé que par le public.
Donc 1000 milliards, c'est quand même beaucoup d'argent, hein, on peut le dire. À nous de à la fois mobiliser aussi les fonds au niveau européen, au niveau national, au niveau privé, au niveau public, et d'utiliser ces moyens financiers à bon escient. Alors, quand on parle du Green Deal ou du Pacte vert, ça peut être un élément très général. J'ai parlé de vision tout à l'heure, mais donc une vision, ça peut avoir un côté un peu flou. En fait, dès le début, le Green Deal veut être très concret. Donc, il y a 7 domaines d'action, 50 actions qui sont d'ores et déjà prévues. Alors, ces 7 domaines, je les rappelle rapidement, c'est tout l'enjeu de l'énergie, deuxièmement, l'industrie durable, troisièmement, la construction et surtout la rénovation, l'isolation thermique, quatrièmement, la mobilité durable, cinquièmement, la biodiversité, sixièmement, la chaîne alimentaire et septièmement, l'élimination de la pollution. Donc, vous voyez que le Green Deal, c'est 7 domaines d'action quand même très larges et chacun de ces domaines d'action est lui-même réparti dans un certain nombre d'actions. Évidemment, on ne pourra pas entrer dans le détail aujourd'hui. Mais vous voyez que par rapport aux actions des collectivités territoriales, puisqu'on va demander aussi d'être très concret, c'est que ça va de l'agriculture urbaine à la pratique du vélo dans les communautés, en passant par le développement de la biodiversité dans les parcs naturels, etc. Donc, il y a une diversité très grande d'actions possibles. Un point supplémentaire pour les collectivités territoriales. On a parlé, Patricia a cité, et je voudrais revenir sur l'enjeu des financements européens possibles pour les collectivités territoriales. Donc, il y a un élément que Patricia n'a pas dit, je me permets de préciser. C'est que quand on parle de financement européen, ça veut dire quoi? Je pose la question. Pour vous, quand on vous parle de financement européen, de quoi s'agit-il? En fait, il y a 2 grands types de financement européen. Des financements qui sont décidés au niveau régional, le plus souvent, ou national, qui sont les fonds structurels, FEDER, FSE, FEDER, mais qui sont des fonds, en fait, régionaux. L'argent vient tout en haut de l'échelle, je dirais, de l'Union européenne, et c'est pas rien, c'est sur 7 ans, ce sera 350 milliards d'euros, donc c'est pas du pipeau, mais c'est décidé par des Français, pour des Français, dans un contexte français, sur base de lignes directrices émises par la Commission européenne. Mais donc, quand on parle de financement européen, l'argent émane de l'Europe, mais ça se décide au niveau régional. Donc, je lance un appel aux collectivités territoriales, aux élus qui sont devant nous, enfin, je ne vois pas derrière la machine, pour dire, c'est le moment pour 7 ans, vous avez 6 mois devant vous, et puis plus pendant 7 ans, pour influencer les décideurs régionaux, voire nationaux, qui sont en train de décider pour vous quelles vont être les possibilités de transition financée par l'Europe. Et donc, il y a une fenêtre d'ouverture qui a déjà commencé. La France a émis déjà ses lignes directrices et envoyées aux régions. Et les régions, les départements, mais surtout les régions, décident aujourd'hui, dans les semaines à venir, d'ici à septembre, si mes informations sont bonnes, mais suivant les régions, c'est un peu différent, décident quelles vont être les priorités dans chaque région. À vous d'influencer pour que l'économie sociale et solidaire soit reconnue, par exemple. Il y a 7 ans, l'économie sociale et solidaire n'a pas été reconnue par toutes les régions. Bon, mais ça dépend de nous. Après, j'ai entendu des proches dans des collectivités ou des acteurs de l'ESS qui disent l'Europe refuse de nous financer. Mais ce sont les régions qui n'ont pas inscrit comme priorité. Après, il faudra utiliser ces fonds, encore une fois, décidés régionalement.
J'ai dit qu'il y avait deux grands ensembles de financement. Il y a les fonds structurels d'une part, et puis il y a les fonds transnationaux, qui sont là décidés au niveau européen et qui réunissent des acteurs, collectivités territoriales, acteurs de l'ESS, de la transition, dans différents pays. Et je suis frappé, un des métiers qu'il y a dans la structure que j'ai le plaisir de diriger, c'est d'aider des acteurs de l'ESS et de la transition à répondre à ces appels d'offres, à appels à propositions de la Commission européenne, dans des secteurs qui nous concernent précisément. L'environnement, programme LIFE, la formation tout au long de la vie, mais formation des acteurs aussi, les programmes Erasmus+, les grands changements de cohésion sociale, d'innovation sociale, les projets H2020, enfin, il y en a encore des tas d'autres qui sont des lignes budgétaires européennes et quand même, on est assez frappé de voir que les acteurs français, en particulier les collectivités territoriales, répondent relativement peu par rapport à d'autres pays à ces projets transnationaux. C'est dommage. C'est des possibilités, Patricia le disait très justement, très clairement tout à l'heure, ça demande un investissement, mais ça rapporte beaucoup plus en francs et centimes, mais surtout en apport de l'autre, des autres expériences et permettent une co-construction sur nos territoires extrêmement bonne. Alors voilà, je termine par là. J'ai quelques exemples de villes ou des exemples concrets de projets transnationaux qui peuvent être mis en place, mais je voulais brosser ce premier élément par rapport au Green Deal. J'espère avoir pu répondre à un certain nombre d'attentes de nos auditrices et auditeurs. Merci. Merci beaucoup, Denis. J'en profite parce que voilà, tu interpelles à juste titre les collectivités et les régions, en tout cas pour ce qui est de la France, qui sont autorités de gestion, en tout cas pour ce qui est d'une partie des FSE FEDER. Voilà, juste pour dire qu'au RTS, on a monté un groupe de travail vraiment sur cet enjeu avec les régions et en lien avec le CNCRES, l'organisation territoriale de l'ESS, donc toutes les chambres régionales de l'ESS, et en lien avec Région de France. Il y a eu une première journée de travail en janvier, vraiment sur la question de la place de l'économie sociale et solidaire dans les POR, programmes opérationnels régionaux. Donc vraiment sur comment, dans l'élaboration de ces programmes opérationnels, soit l'ESS est cité telle qu'elle, soit en tout cas les axes sont suffisamment larges pour que les structures d'économie sociale et solidaire puissent y trouver une place par rapport au projet qu'elles développent. Et on devrait donner une suite à ce travail-là d'ici avant l'été, puisqu'effectivement, c'est bien pour l'été, puis à partir de septembre, que les régions doivent finaliser les programmes opérationnels régionaux. Je voulais dire un mot là-dessus rapidement. Peut-être, Patricia, tu souhaitais compléter là-dessus ou... Non, mais je trouve que ça répond à la question de Valérie Tétu. Et effectivement, ce groupe de travail où il y a eu un premier temps de rapprochement avec CNCRES et RTS et qu'on diffuse des infos et qu'on va aussi descendre au niveau département. Voilà. Mais on est aussi preneur de vos questions directes et on peut aussi faire du B2B pour appuyer et répondre en dehors des groupes de travail nationaux. Il ne faut pas hésiter aussi à contacter le RTS en direct pour un appui. On ne va pas écrire du tout les choses, on n'a pas le moyen ou les temps, mais pour aiguiller, prendre en compte, on a besoin aussi de cette relation directe. Tout à fait. J'avais effectivement pas vu les questions en direct là, de Valérie Tétu, donc merci Patricia d'y avoir répondu. Je viens de la partager, donc normalement elle apparaît pour tout le monde. Et il y a aussi une question alors, de Ghislaine Hay de Biarritz, qui est élue à Biarritz, qui pose la question à Denis Stocquin: comment peut-on avoir les appels à projets permettant d'accéder aux fonds transnationaux? Donc, effectivement, c'est une bonne question. Ça demande un petit peu au départ d'agilité ou de mise en relation avec des acteurs qui peuvent vous transmettre sur les différents sujets qui peuvent vous intéresser. Donc, au départ, lorsqu'on est un petit peu vierge d'action en matière de projets transnationaux, c'est un peu complexe. Et donc,
vaut mieux passer par des structures qui existent. Je n'ai pas fait de la promo pour la structure que je dirige, même si elle est très bonne. Mais il y a toute une série de structures qui peuvent vous aider à vous orienter en disant, tiens, on voudrait, en matière environnementale, les projets LIFE, par exemple, qui sont des projets super, enfin des projets, des appels à projets tout à fait super. Nous, maintenant, on participe à 2 projets LIFE. C'est 2 millions d'euros pour les acteurs, pour les investir, pour les acteurs proprement dit de territoire. Et il y en a 2 auxquels on participe, mais pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas plus en France dans les projets environnementaux menés dans les collectivités territoriales? Si vous êtes intéressé, je vous envoie, ça ne me rapportera pas un franc, donc je peux vous mettre en lien avec ça. Enfin, je dis toujours franc, bon, euro ou cuna, suivant les devises. Donc, c'est des beaux projets, mais j'en reparlerai tout à l'heure peut-être des types de projets si vous souhaitez avec des exemples concrets. Mais je ne veux pas enlever la parole à Patrick. Je pense que Patrick va aussi en citer, juste pour information, en tout cas à Ghislaine Hay et aux autres participants. Sachez qu'il y a sur le site du RTS un module appel à projet et on tâche de relayer au maximum les appels à projets européens les plus susceptibles d'intéresser les collectivités territoriales membres du RTS. Donc voilà, typiquement projet LIFE dont vient de parler Denis Soquinck, le dernier est en ligne. Enfin, il y a vraiment beaucoup de projets de coopération transnationale, à savoir les Interreg. Enfin, on essaie vraiment de relayer au maximum ces différents appels à projets. Mais effectivement, ne coupons pas la parole à Patrick, parce que voilà, je pense que l'idée, c'était justement de demander à Patrick Klein de nous dire concrètement que fait la Commission européenne pour les territoires et l'économie sociale et solidaire en faveur de la transition. Comment, en tout cas, les territoires, les collectivités territoriales, mais aussi les écosystèmes, on va dire, de l'économie sociale et solidaire peuvent se saisir du niveau européen. Et qu'est-ce que vous faites, vous, à la DG Gros, par rapport à cela? Voilà. Patrick. Merci. Merci. Bonjour à tous. Quelques mots peut-être pour me présenter. Donc, Patrick Klein, je travaille à la direction générale marché intérieur de la Commission européenne, donc chef d'équipe économie sociale et solidaire. Je crois que ça a été très intéressant, les différentes interventions qu'on a pu avoir pour le moment. Merci Patricia, merci Denis. Je pense que moi, je partage tout à fait votre point de vue. Je voudrais peut-être axer, je ne vais pas répéter ce qui a été dit, mais je voudrais peut-être axer mes propos sur 2 éléments. Peut-être un élément concernant le Green Deal, donc le pacte vert que la Commission européenne a lancé en décembre 2019, et vous expliquer un petit peu la façon dont nous travaillons notamment, et je pense que je vais reprendre un mot-clé qu'a utilisé Patricia, c'est le mot de co-construction. Co-construction tant des politiques publiques européennes que nous menons pour l'économie sociale et solidaire, mais aussi dans la construction de différents écosystèmes. Pour compléter les propos, tout d'abord sur le Green Deal, je crois que c'est important de rappeler ce qu'a dit notre présidente Ursula von der Leyen il y a quelques jours de cela. Elle a clairement dit que le Green Deal est tout aussi nécessaire qu'avant la crise. Le réchauffement climatique n'a pas disparu. Tels ont été les mots de la présidente lors d'un séminaire qui a eu lieu au Parlement européen. Et c'est vrai qu'on peut entendre par-ci par-là, on peut lire différents articles en disant mais oui, bon, c'est très beau votre Green Deal, mais maintenant on va lancer des nouveaux plans de relance de l'activité économique. Le Green Deal va disparaître. Je le dis clairement, je le dis fort aujourd'hui. Je pense que les défis qui sont devant nous, ce sont des défis que l'on retrouve dans le Green Deal, et que ces défis-là seront toujours aussi présents, et ils montrent une grande ambition dont on a besoin. Je veux dire, c'est cette ambition de transformer la société, et les acteurs de l'économie sociale et solidaire sont porteurs de cette transformation sociale dont nous avons besoin. Et il y a une véritable urgence, il y a des réponses concrètes qu'on doit
qu'on doit trouver. Nous avons eu une réunion avec un groupe d'experts justement il y a quelques jours de cela. Ça a été encore de la part du commissaire Nicolas Schmitt, en charge notamment de l'ESS, un élément important, c'est que l'ESS doit trouver aussi une présence forte dans les plans que nous allons lancer pour le retour, je dirais, à une croissance verte, inclusive et une croissance plus sociale. Ça, c'est extrêmement important. Donc, en effet, le Green Deal, Denis, tu l'as souligné dans ton intervention, les différents points, je dirais, qui sont extrêmement importants, notamment en termes de transport durable, mobilité douce, la question des énergies renouvelables, où les acteurs, et je pense particulièrement à des acteurs que j'ai rencontrés il n'y a pas longtemps, des coopératives, les coopératives qui sont fortement présentes dans le cas des énergies renouvelables, où elles ont un rôle à jouer, notamment en termes de politique publique, le cas des transports, comment travailler ensemble pour des questions de transport beaucoup plus durables. Je pense particulièrement également aux questions alimentaires. Patricia l'a souligné, ce sont les questions de la souveraineté alimentaire, les questions du développement des circuits courts, des questions concernant le fait de maintenir, je dirais, des emplois dans un secteur agricole qui est fragilisé. Comment on peut développer aussi cette agroécologie, toutes ces questions que l'on retrouve dans le Green Deal et dont les acteurs du territoire, dont les acteurs de l'économie sociale peuvent pleinement répondre. Je crois que c'est important. Je pense que c'est un pilier, je dirais, très fort de nos politiques. C'est, je dirais, une grande ligne directrice qui va nous aider à construire des politiques européennes fortes. Et si ces politiques européennes fortes doivent être construites, elles doivent être construites avec les acteurs de territoire et notamment les acteurs de l'ESS. De là, mon deuxième point, je pense qu'il est important d'écouter ce qu'il se passe au niveau des territoires, au niveau des acteurs de l'ESS. Nous avons, par exemple, depuis maintenant presque 10 ans, mis en place un groupe d'experts sur l'économie sociale, sur l'entrepreneuriat social à Bruxelles, qui se réunit régulièrement pour discuter de certains sujets. Nous voulons partager des expériences, nous voulons aussi co-construire. J'ai aimé aussi ce terme qu'a utilisé Patricia sur cette Europe à inventer, à réinventer peut-être. C'est l'imaginaire aussi, je voulais presque dire l'imagination au pouvoir. Bon, on est au mois de mai, mais je crois que c'est toute une question aussi de réflexion que l'on doit mener au niveau des institutions européennes en collaboration avec les États membres, avec les régions et avec les collectivités territoriales. Alors, je vais vous prendre peut-être un ou deux exemples. Je pense particulièrement à l'exemple que j'apprécie particulièrement, qui a été mis en exergue depuis maintenant plusieurs mois ici à Bruxelles, celui des pôles territoriaux de coopération économique français, où on a là vraiment un exemple très intéressant de coopération entre différents acteurs, des acteurs de l'ESS, associatifs, des coopératives, des acteurs étatiques, des acteurs régionaux, des centres de recherche, des universités, des citoyens aussi, pour créer ensemble du lien social dans les territoires, dans les régions, pour ensemble développer une économie qui est beaucoup plus, à l'écoute des besoins des citoyens. Ce que nous essayons de faire, c'est de travailler avec différents experts pour diffuser cet exemple au niveau européen, de voir aussi dans d'autres États membres ce qui peut exister, créer des réseaux, faire des échanges et favoriser la diffusion de ce type de pratiques. On parlait tout à l'heure donc de la résilience des territoires. Je pense que cette résilience des territoires doit aussi passer par une manière différente de faire de l'entrepreneuriat. Nous avons
précédemment mis en exergue le rôle du financement européen. Eh bien, sachez qu'à la Commission européenne, on a financé, il y a quelques mois de cela, des consortia, notamment des consortia venant de différents territoires européens, pour favoriser l'entrepreneuriat coopératif et solidaire. Donc là, il y a environ 9 ou 10 consortiums qui ont reçu une subvention européenne pour travailler sur l'émergence, notamment au niveau de lycées, de collèges, d'instituts universitaires, de cet entrepreneuriat coopératif et solidaire. On a, par exemple, et on est en train, avec certains consortia, de financer, et c'est le cas en France, des actions type coopérative de jeunesse pour les vacances ou pour les week-ends, pour les jeunes. Donc, des exemples bien précis. Donc, tout ça pour vous dire qu'on a besoin, de la part des territoires, des autorités locales, régionales, d'obtenir du feedback sur ce que vous faites pour co-construire des politiques publiques à l'étoile. Pour faire du financement, ça a été cité tout à l'heure par Denis, on est en pleine période de réflexion sur les nouveaux fonds structurels, sur le nouveau fonds social européen, le FEDER, le FEOGA, donc tous ces instruments financiers qui vont servir à développer des projets. Donc, de la co-construction est nécessaire et c'est la raison aussi pour laquelle nous avons décidé il y a quelques temps de cela d'aller aussi sur le terrain. On a lancé donc une action qui s'appelle les régions européennes de l'économie sociale, où nous avons invité depuis, si je ne me trompe pas, 2018, des régions, des localités, des villes à nous inviter ou à créer, par exemple, des événements très locaux pour développer simplement aussi notre propre conscience, de comprendre ce qui se passait sur les terrains, les besoins du terrain en termes d'économie sociale et solidaire. On est allé depuis 2018 à environ une centaine de missions en Europe, je dirais dans les 4 coins de l'Europe et pas seulement au niveau de l'Europe continentale, puisque il y a certaines missions qui se sont déroulées notamment en dehors de l'Union européenne. Et on a pu voir aussi que les besoins étaient très souvent identiques dans les territoires. Et que si l'Union européenne, si la Commission européenne devait faire quelque chose, ce qui était aussi important, c'est de mettre en réseau, d'échanger, faire de la coopération interrégionale, pour partager de bonnes pratiques, partager de l'expérimentation sociale. Et c'est comme ça qu'on va créer du réseau, qu'on va pouvoir, je dirais, recréer de la coopération dans les territoires. Je ne vais pas utiliser le terme compétitivité, moi j'utilise plutôt le terme coopération qui pour moi porte en elle des germes d'une Europe sociale beaucoup plus forte. Donc on a besoin, je dirais, d'articuler différentes politiques, on a besoin de créer du financement. Et je pense qu'on est vraiment, Denis, tu le soulignais précédemment, dans une grande période de réflexion sur du financement, mais aussi sur un plan d'action. Alors, sachez que l'année prochaine, dans le cadre du 2e semestre 2021, la Commission européenne va lancer un plan d'action sur l'économie sociale et solidaire, plan d'action avec des politiques publiques, certes, mais des politiques publiques qui vont se décliner aussi avec des appels à projets, des appels à manifestations d'intérêt, donc du financement pour l'ensemble des partenaires européens. Je finirai tout simplement sur une petite conclusion. Nous avons actuellement en cours un appel à projet, justement dans le cadre de ces missions européennes pour l'économie sociale. Je vais vous envoyer le lien Internet sur le chat donc, du webinaire. Donc cet appel à proposition est ouvert jusqu'à la fin du mois de juin donc, de cette année, où on invite différentes régions à se mettre ensemble et à essayer d'échanger sur différentes thématiques. Alors j'en cite 3 ou 4, il y en a une dizaine, sur les questions d'éducation à l'ESS, sur les questions de l'agriculture durable et du développement rural, sur les questions de l'emploi, sur les questions bien sûr de la transition digitale et verte. Donc énormément de thématiques.
où nous attendons de la part des régions donc de faire ces échanges de bonnes pratiques. C'est une sorte d'interreg, allez, appelons ça un interreg, et on va réunir les différents promoteurs lors d'une grande conférence qu'on veut faire dans quelques mois sous présidence allemande à Mannheim, où on voudrait inviter les acteurs de l'ESS pour travailler avec nous sur l'avenir de l'économie sociale en Europe. Voilà, en quelques mots, un petit survol d'hélicoptère de nos principales priorités pour les mois qui viennent. Donc, beaucoup de choses, je dirais, sur la table. Merci beaucoup, Patrick. Voilà, et j'en profite parce que la question, finalement, en présentant les Social Economy Missions, tu réponds directement aussi à la question de Daniel Agui, qui est chargé de mission ESS à la ville de Sceaux, qui dit « Bonjour, pourrions-nous imaginer de candidater en partenariat avec d'autres collectivités ? Cela pourrait faciliter l'élaboration du dossier et donner plus de consistance. » Alors, c'est peut-être pas exactement le propos de sa question, mais en tout cas, voilà, c'est quand même typiquement l'objet des Social Economy Missions que de candidater à plusieurs collectivités. Alors, d'au moins 3 États membres différents, mais pour effectivement travailler autour d'ateliers sur un an, sur un sujet commun lié à l'économie sociale et solidaire. Donc, en tout cas, là, typiquement, c'est un appel à projet qui directement le permet. Nous avons pas mal de questions par ailleurs. Alors, je transmets une information effectivement d'Alban Levoyer du département, alors j'ai envie de dire Gironde, mais je ne suis pas certaine, je m'excuse si ce n'est pas le cas, qui nous indique effectivement, là je viens de partager, que pour suivre l'actualité des financements européens, il y a aussi les collectivités les collectivités peuvent se tourner vers les différentes antennes des autorités locales françaises à Bruxelles. Alors, elle a indiqué le lien, effectivement, la plupart des régions et quelques métropoles françaises ont des antennes directement à Bruxelles. La plupart d'entre elles ont également des newsletters qui effectivement font vraiment le lien entre régions, et pas qu'au niveau de la collectivité territoriale, vraiment territoire régional français et l'Union européenne, et voilà, y compris pour représenter la région auprès de la Commission, mais aussi pour faire valoir, faire connaître les différents appels à projets, les coopérations qui existent en lien avec ce territoire. Alors, il y a beaucoup de questions, j'essaye de les organiser, mais ça n'est pas si simple. Donc, plusieurs observations et questions par rapport aux programmes opérationnels nationaux et donc aux fonds structurels européens. Une de Armel de Vim qui nous indique. Donc, concernant les PON, programmes opérationnels nationaux, au-delà des domaines d'intervention et pour aller dans le sens de la co-construction que vous avez évoqué, il me semble que l'enjeu du lobbying consiste en premier lieu à prôner une plus grande agilité concernant les cadres d'intervention des fonds européens. Coportage public-privé, approche moins dogmatique des questions foncières, lourdeur du montage des dossiers, possibilité d'acompte, etc. Qu'en pensez-vous ? Alors, j'imagine que vous en pensez tous quelque chose, je ne sais pas. J'entends ? Denis. Donc, il faut savoir que ces éléments-là relèvent souvent du cadre national. Et donc, par exemple, en matière d'acompte, la Commission européenne a proposé, même demandé aux États nationaux il y a 7 ans, qu'il y ait des acomptes qui soient versés aux porteurs de dossiers. Des pays comme la France ont refusé. En trouvant qu'il fallait un contrôle plus fort des opérateurs de terrain. Donc, il y a vraiment une nécessité d'intervenir à l'endroit où nous sommes pour faire en sorte de fluidifier ces éléments-là. Je vais vous donner un élément pour les projets transnationaux. La Commission européenne préfinance les projets. Donc, nous avons, notre structure a une trésorerie toujours positive grâce au préfinancement des projets européens. Et donc, ce sont les projets transnationaux. Sur les FSE-FEDER, l'Italie et l'Espagne aident leurs acteurs. La France ou la Belgique décident au contraire de reporter, et on doit attendre 2, 3, 4 ans
pour avoir les soldes des fonds structurels. Mais donc, ça dépend des États et donc il y a une influence qui doit y avoir au niveau des acteurs de terrain, des collectivités territoriales, des acteurs de l'ESS pour demander un peu plus de souplesse. Je veux bien rajouter deux choses sur ce que dit Denis, tout à fait d'accord. Pour répondre à la question, c'est qu'il y a quand même quelques outils qui commencent à être… Enfin, il y a un vrai lobbying qui s'est fait depuis quelques années sur l'enjeu de simplification et de formalisme, ce que je retrouve aussi dans votre question, qui finit par évoluer. Il y a la mise en place de ce qu'on appelle les coûts simplifiés ou coûts forfaitaires, où c'est très technique, mais c'est très concret aussi en matière de simplification. Donc, il y a quand même, et puis normalement pour la prochaine programmation, ça a bien été entendu par l'Europe comme un enjeu absolument déterminant et la commande est quand même très claire aux États membres de faire des progrès sur cette question. Je ne sais pas ce que ça donnera, mais voilà. On peut espérer quand même que la crise du Covid permette de lever quelques verrous parce que des choses qui étaient réglementairement impossibles dans les instructions des dossiers, je parle plus pour le FEADER que je connais mieux, mais je pense qu'il y a eu j'ai vu passer aussi des choses sur les autres fonds. Alors, je suis sur les fonds structurels parce qu'ils sont plus difficiles d'accès que les autres, mais il y avait des choses impossibles. Et là, au regard de la situation d'urgence, il y a des verrous il y a eu des dérogations de la Commission et des mises en place des États membres qui ont permis d'accélérer et de simplifier un certain nombre de choses. Tout ne s'installera pas dans la durée parce qu'il y a des choses qui sont justifiées, mais il y a quand même, je pense que ça va être un accélérateur pour repenser la simplification. Je pense que quand on parle de simplification et des fonds européens, tout le monde est d'accord pour dire que c'est trop compliqué, notamment pour les petites structures. Je veux quand même dire qu'il faut jamais perdre de vue que l'Europe, c'est une construction à 27, extrêmement compliquée, que cette complexité, elle n'est pas faite que pour embêter les gens. Elle est faite parce que c'est le pari européen d'une culture de 27 pays différents, de vouloir avancer ensemble. Donc, je pense que voilà, il ne faut pas non plus faire dans l'excès de simplification qui peut être finalement dangereux et trop de simplification, qui n'est pas la voie française. C'est aussi des effets de seuil plus importants, des exclusions. C'est parce que les règles sont compliquées qu'on a une application très fine finalement des politiques publiques. Donc, il faut trouver le bon équilibre. Donc, moi, j'attire l'attention. Je suis bien évidemment pour la simplification, mais je trouve qu'il faut faire attention et que peut-être la crise va nous aider à réagir sur ces questions-là. Après, je voudrais bien dire un mot sur la question de tout début sur le municipalisme, mais peut-être on y viendra après. Je ne veux pas monopoliser la parole. Je propose qu'avant qu'on revienne… voilà, sur la question du municipalisme qui a été évoquée, qu'on reste juste là sur la question des fonds structurels européens, parce qu'il y a 3 autres questions qui vont en fait, d'ailleurs en plus dans le même sens, qui est l'enjeu de l'articulation entre l'échelle nationale et l'échelle régionale et même l'échelle départementale sur les fonds structurels, et notamment pour ce qui est du FSE en France. Voilà, une personne nous dit que les lignes de partage sur le FSE ne sont pas toujours très lisibles entre ce qui est porté par la région et ce qui est porté par les départements. Et une autre personne nous indique la même chose, que sur le programme opérationnel national FSE, ça passe par les départements. Et donc, le dialogue devrait aussi se mener avec l'ADF, l'Association des départements de France, et la DGEFP, et pas seulement avec Région de France. C'est sans doute en référence avec le groupe de travail qu'on a eu en janvier. Pour ma collectivité, donc département du 94, nous finançons l'animation territoriale et l'appui aux structures de l'ESS. Mais en Île-de-France, le frein que nous rencontrons sont les lignes de partage entre État et département. Et donc, entre le État-département pour le programme opérationnel national et région pour le POR. Car seul le FSE régional peut aujourd'hui être utilisé pour encourager la création de structures de l'ESS, mais vu par le prisme de l'entrepreneuriat, ce qui ne répond pas aux besoins des territoires ni au rôle des structures de l'ESS en tant qu'acteurs de l'insertion sociale et professionnelle. Ce type de scission artificielle freine l'apport de fonds structurels auprès de notre écosystème local très dense et inventif. Donc, c'est Catherine Guérin, qui est chef des services des affaires européennes au département du Val-de-Marne, qui nous partage ce témoignage que je vous partage. Donc, c'est effectivement sur la question des lignes de partage entre programme opérationnel national, dont une part est gérée en France par les départements directs, et programmes opérationnels régionaux, donc gérés par les régions en tant qu'autorité de gestion.
je veux bien dire un mot. Patricia, oui. Ouais, le constat, il est partagé, c'est une vraie réalité. Il n'y a pas de baguette magique pour dépasser ces difficultés qui sont un peu inhérentes à l'organisation française et pour effectivement à plein de niveaux, c'est un écueil. Ce que je me dis, moi, peut-être, c'est qu'il y a les leviers possibles pour essayer de dépasser ça, qui ne sont pas si évidents, mais c'est pour le coup, pour revenir aux propos de Denis, aux propos introductifs de Denis, c'est quand même l'alliance, pour le coup, des collectivités les plus locales, donc je pense aux agglos, aux communes ou aux intercos, et des acteurs. Parce que je pense que quand il y a des projets, et Patrick a cité les PTCE, et ça en a été un exemple, des projets qui sont assez fédérateurs, et en général, en plus, les projets d'économie sociale et solidaire, ils ont la caractéristique d'être transversales, c'est-à-dire d'obliger à dépasser les organisations en tuyau d'orgue des collectivités, parce qu'ils vont toucher à la fois le service urbanisme, le service environnement, le scolaire parfois, enfin tout ça. Quand il y a des projets assez fédérateurs et une intelligence collective du niveau territorial le plus local entre les acteurs et les collectivités, je pense que ça peut être une voie, je ne dis pas que c'est simple, mais quand même de réunir les financeurs et de faire des tours de table financeurs, qui n'est pas une pratique si courante que ça en France, alors que ça l'est dans d'autres pays. Et à partir du moment où les gens sont mis autour de la table, ça ne résout pas les problèmes d'un seul coup, parce que les cadres réglementaires des PO existent, mais ça fait réfléchir et c'est un enjeu de prévoir dans ces cadres-là pour la future programmation. Denis a dit on a 6 mois là pour peser. Je pense qu'il y a un message clé des collectivités locales du niveau communal ou interco, mais aussi des acteurs, à dire il faut jouer ce jeu d'une articulation plus claire. Alors ça ne répond pas aux complexités immédiates du jour au lendemain, mais je pense que quand même, parce que c'est bien une question un peu culturelle ça. Et l'autre enjeu, c'est ce que Chloé évoquait sur les missions sociales et les voyages apprenants. À partir du moment, et je reviens à ce que je disais au tout début sur l'enjeu de la coopération entre territoires, au-delà même de on veut avoir tel ou tel fonds, le fait d'organiser sur un territoire, ou pour un territoire, un voyage apprenant qui emmène et qui déplace quelques élus, quelques acteurs pendant quelques jours sur un autre territoire, la période s'y prête pas, on est d'accord, mais ça va revenir, on peut l'espérer, ou de faire venir sur un territoire, ça décentre, ça décale le regard et ça met ensemble des gens autour de la table qui n'ont pas forcément l'habitude de se parler et qui les invite à faire ensemble. Et je pense que ça, c'est pas non plus négligeable, parce que si au cours d'un voyage apprenant ou quand on accueille une délégation étrangère, pour présenter un projet, on arrive à capter région et département, ça amène les gens à se dire mais oui, on pourrait peut-être coopérer et financer plus, enfin travailler plus ensemble en amont pour le financement. Donc, il y a quand même des leviers et c'est quand même des enjeux d'améliorer ces cadres-là pour la prochaine programmation des fonds structurels. D'ailleurs, si je peux me permettre, pour rajouter au propos de Patricia, un des objectifs de ces missions d'économie sociale européenne, d'être un peu catalyseur aussi de ces rencontres. On pourrait tout à fait dire que ce sont aussi des voyages apprenants entre différentes régions européennes sur des thématiques qui ont été proposées dans l'appel. Oui, tout à fait. Très bien, tout à fait. Et donc, pour aller dans le sens, pour rester sur les missions, les Social Economy Missions ou les voyages apprenants, je recherche la question d'une personne. Alors, une personne faisait référence à un forum. Pourrait-on avoir un forum de l'ESS au niveau européen? Je pense que voilà, c'est exactement l'objet du forum qui aura lieu à Mannheim. Alors, normalement en novembre, à voir si on va pouvoir le maintenir en novembre, mais a priori en novembre à Mannheim, donc le sommet de l'économie sociale. Patrick en disait quelques mots, enfin, le présentait tout à l'heure. Mathieu Fortin aussi nous partage un autre exemple de capitalisation d'expérimentation locale qui peuvent s'appuyer sur le programme européen UIA, Urban Innovative Action. C'est vrai qu'on n'en a pas encore parlé. On a eu l'occasion au RTS aussi de mettre en avant cette initiative européenne. Donc, on est vraiment là sur plutôt des innovations urbaines. Enfin, des actions d'innovation urbaine. On a notamment mis en lumière dans le repère du RTS que je vous représente, Europe et ESS, enjeux et leviers d'action pour les collectivités locales, qui est un repère sur vraiment cette question-là, comment les fonds et programmes européens peuvent accompagner
l'ESS sur les territoires et en lien avec les collectivités. Et on a mis en avant l'action de la ville de Lille qui rénove une friche pour en faire un espace vraiment dédié à l'alimentation. Voilà. Ça s'appelle Test in Fiv et c'est présenté dans ce recueil. Il y a aussi des articles qui le présentent sur le site du RTS, mais effectivement, c'est aussi un très bon exemple d'action et de programme européen. Dans les questions-réponses, Chloé, il a aussi mentionné le forum de l'économie sociale et solidaire de New York, qui est un lieu aussi pour créer du débat. Il y a aussi le forum mondial qui s'est tenu à Bilbao il y a 2 ans et qui aurait dû se tenir à Mexico prochainement, mais qui va être reporté ou je ne sais pas. Donc, il y a quand même des réseaux, effectivement. Le RTES adhère lui-même et en contact avec des réseaux européens. Je pense au réseau REV qui réunit des collectivités et des acteurs. Il y a également le RIPES qui est un réseau international sur l'ESS. Enfin, il faut savoir qu'il y a une organisation européenne et internationale, peut-être émergente et encore un peu balbutiante, mais quand même qui a une dizaine d'années, des acteurs et des collectivités, plutôt des acteurs que des collectivités, auxquels un certain nombre d'acteurs français sont, et on travaille aussi entre acteurs français, et c'est notre boulot aussi de faire connaître ça aux collectivités, de mettre en connexion. Donc, faut pas, je répète aussi qu'il ne faut pas hésiter à solliciter le RTS en B2B pour des questions très précises parfois. Très bien. Et donc, je vous ai aussi partagé le lien vers l'autre soi, qui est donc un projet porté à Villeurbanne dans le cadre de Urban Innovative Action sur le logement et l'entrepreneuriat social. Mathieu Fortin nous indique qu'il nous accueille quand on le souhaite. Je voulais aussi vous partager plusieurs remarques ou questions en lien avec une question des écosystèmes abordée tout à l'heure par Patrick Klein autour des PTCE notamment. Et donc là, c'est Christiane Bouchard qui est élue à Lille, en suspens, comme beaucoup d'élus en ce moment, en tout cas, et qui est vice-présidente du RTES. Il est effectivement nécessaire d'articuler les écosystèmes locaux et bien sûr les PTCE en sont de bons exemples. Merci Patrick d'y faire référence. Avec de nouvelles priorités à infléchir à tous les niveaux régionaux, nationaux ou européens. L'alimentation locale en lien avec la PAC, ou le coût de la production énergétique, par exemple. Il faut également plus de transversalité au sein des collectivités. Je pense notamment que les acteurs de l'ESS doivent s'inscrire dans les objectifs des plans climat, air, énergie territoriaux. Et je trouve ça intéressant car une autre personne a fait référence au contrat de transition écologique. Adrien, qui est consultant en biodiversité, est-ce que les dispositifs offerts par les contrats de transition écologique peuvent ou doivent être mobilisés pour mieux flécher l'obtention des financements européens? Car si théoriquement ça semble avoir du sens, le lien entre les deux dispositifs ne semble pas se vérifier en pratique. Bon, je ne sais pas si quelqu'un veut répondre très précisément sur la dernière question. Patricia. Ouais. Peut-être juste un mot pour dire que, en théorie, les fonds européens, je suis encore sur les fonds structurels plutôt que sur les programmes transnationaux dont parlait Denis en deuxième partie. Le principe de l'intervention européenne, c'est toujours un cofinancement. Ça veut dire qu'il faut abonder par des contreparties publiques. Et ces programmes, vous citez les CTE, on pourrait citer les financements de projets alimentaires territoriaux parce que ça a été évoqué, mais demain, peut-être les contrats de ruralité peuvent effectivement tout à fait et servent souvent de contrepartie. Donc, c'est intéressant. Alors, le fait est qu'aujourd'hui, souvent, ces outils ne sont pas forcément pensés mais demain, on peut imaginer qu'ils se pensent davantage, et c'est aussi un travail des collectivités de peser, de faire remonter ça, mais je vois que quelqu'un parle aussi d'un voyage apprenant avec l'ANCT, l'Agence nationale de cohésion des territoires, qui aujourd'hui a un service Europe qui réfléchit en ce sens, à ma connaissance, aussi quand même, pour faire en sorte que des outils nationaux soient un peu mieux articulés avec des outils et des financements européens. Alors normalement, il devait y avoir des générations de contrats avec un calendrier qui devait coller pas mal. Bon, la crise fait que beaucoup de choses sont reportées, qu'il faudra pas que ça se... Enfin, faudra voir comment on retombera
sur la mise en route de ces différents programmes, mais il y a quand même des réflexions en ce sens. Mais c'est un vrai enjeu. Et je pense que ce n'est pas du luxe que les acteurs, les collectivités aussi fassent remonter ce besoin de pouvoir mieux articuler les outils. Merci. Je pense que c'était intéressant aussi la réflexion sur la nécessaire transversalité. Oui. Pour revenir peut-être à l'enjeu, un des enjeux de cette conférence qui est celle des transitions, c'est vrai que voilà, il est quand même véritablement identifié qu'un des enjeux pour mettre en œuvre, ou en tout cas démarrer ces transitions, c'est bien la question de la transversalité, puisque en fait tout est articulé, tout est lié, tout est connecté. Voilà, ça me fait penser à une question que nous avions reçue. Comment une collectivité territoriale peut mettre en œuvre, peut mettre en action les transitions sur son territoire, et comment l'Europe peut concrètement l'accompagner pour ce faire. Alors, on a beaucoup parlé des exemples de bonnes pratiques, mais... Denis, je sais pas. Moi, je veux bien réagir en revenant aussi à la question du municipalisme. Moi, je crois qu'il y a un mot-clé pour mettre en place ces transitions et ces transversalités qui va bien avec la logique européenne quand même, c'est l'idée de projet de territoire. Parce que la culture des financements européens, que ce soit alors là dans tout type de programme, c'est quand même la culture du projet plutôt que la culture du guichet. C'est-à-dire qu'il faut être en capacité de se projeter dans qu'est-ce qu'on veut faire et dans une certaine efficacité qui peut s'apparenter des fois à de la technocratie ou être mal vécue, mais qui quand même est d'une culture plutôt anglo-saxonne, mais a l'avantage quand même de nous obliger à nous projeter dans les réalisations concrètes et de se poser la question de globalement qu'est-ce qu'on veut faire. Et la demande de financement européen repose quand même sur cette logique-là, qui n'est pas tout à fait, ou historiquement en tout cas dans la culture administrative française, qui n'était pas tout à fait celle-là. Alors il y a du pour et il y a du contre, il y a aussi des effets. Mais n'empêche que c'est quand même une approche intéressante qui amène forcément à avoir de la transversalité. Et je reviens pour ça aussi, c'est qu'on progressera sur cette dimension-là au sein des collectivités, parce que concrètement, ça veut dire qu'il y a faire en sorte que les services se parlent, de ne pas renvoyer la patate chaude sur un dossier pour que ce ne soit pas telle ligne budgétaire qui paye, mais telle autre, parce que c'est un peu ça le jeu dans les collectivités. Quand on vient avec un projet qui touche un peu à tout, bah, tout le monde le trouve très intéressant, mais tout le monde veut que ce soit la ligne voisine qui le finance. Et du coup, ça rend l'acceptabilité du projet ou son éligibilité plus difficile au sein de la collectivité. Mais de ce point de vue-là, là encore, l'organisation des acteurs sur le territoire et le dialogue avec les acteurs sur le territoire est quand même important. Et je reviens à la question du municipalisme. Pour moi, il ne faut pas du tout, et c'est un enjeu, c'est peut-être un enjeu culturel parfois en France, de ne pas opposer la logique des acteurs et des collectivités. C'est pas parce qu'on est élu qu'on est du bon ou mauvais côté ou qu'on décide, mais c'est pas non plus parce qu'on est élu qu'on est contre les acteurs. Enfin, et ça, je pense que c'est une culture à laquelle les transitions doivent nous aider à penser. Je trouve que c'est un vrai enjeu, et c'est quand même par ce dialogue-là, plus nourri entre des acteurs d'un territoire et les élus locaux, et aussi les élus des différents niveaux, qu'on amène forcément de la transversalité et qu'on amène de la fluidité dans les relations. Et je trouve quand même que le fait de ne pas opposer dans les cultures la logique d'acteur et la logique de collectivité ou d'être élu, elle est quand même assez importante. Et peut-être que là aussi, la crise actuelle cristallise des choses, cristallise des différences, mais aussi cristallise parce qu'on est dans l'urgence, qu'on est face à des problèmes auxquels on ne sait pas résoudre, et que finalement là on se rend compte quand même que quand on est dans une collectivité, il y a des choses qu'on ne sait pas faire, et c'est bien les associations du territoire qui peuvent nous aider à faire, et qu'on ne peut pas juste passer une commande, donner une subvention, passer un marché public pour faire. On est bien obligé de discuter et de construire ensemble. Donc ça me paraît quand même des voies, des changements culturels un petit peu au niveau des collectivités. Et en tout cas pour lesquels le RTES plaide, qui fait des travaux, des conférences, beaucoup de choses quand même autour de ce qu'on appelle la co-construction. Si Denis ou Patrick, vous souhaitiez rebondir là-dessus. Sinon, j'ai plein d'autres questions.
Denis? Non, je dis pour le. Je crois qu'il faut, on en a déjà parlé, c'est l'utilisation des financements européens qui permet quand même de mobiliser des projets, de soutenir des projets, de développer des projets. Et encore une fois, il y a tellement de moyens existants. On pleure parmi les acteurs de l'ESS et dans les collectivités en disant il y a moins de financement de l'État, etc. Mais on n'utilise pas l'argent qui est juste à côté, qui vient de l'Europe, notamment en matière transnationale, où non seulement on a un apport de fonds avec des fonds, des moyens financiers, et en même temps de fonds avec de l'action et des idées nouvelles qui peuvent soutenir ce qu'on fait sur son territoire. Et puis, il y a les échanges dont Patrick parlait tout à l'heure, les échanges entre acteurs, entre élus, entre acteurs territoriaux, les échanges avec d'autres territoires qui sont toujours, quand nous en organisons, c'est toujours tellement riche pour ceux qui en bénéficient. Peut-être deux mots pour cette question. Je crois que depuis que je travaille à la Commission européenne, moi, ce que j'ai remarqué en termes de financement européen, et notamment dans le cadre de l'économie sociale et solidaire, c'est que ce financement européen, et moi, j'ai remarqué que ça crée des nouvelles alliances, notamment entre les collectivités territoriales de différents États membres. Si ça crée des alliances entre ces collectivités territoriales, ça crée également des alliances dans ces collectivités territoriales. Des collectivités territoriales qui, quelquefois, certains acteurs ne se sont jamais parlé ou ne se parlaient plus, et bien justement parce qu'elles ont eu un financement européen, elles ont pu se reparler et créer à nouveau ensemble soit des politiques ou après des micro-projets quand le financement européen était terminé. Donc je pense que c'est aussi un phénomène de décloisonnement des acteurs. Donc ça, c'est extrêmement important. C'est vraiment quelque chose que j'ai noté ces dernières années lorsqu'on a pu faire un peu de l'évaluation de projets de financement. Donc ça, c'est extrêmement important et d'ailleurs vraiment oui, pertinent et intéressant. Je peux peut-être encore rajouter un mot par rapport à ça, ce que nous avons dit les uns les autres, et de temps en temps, moi, je me suis permis de critiquer le manque de réaction d'un certain nombre de collectivités, mais il y en a d'autres qui sont tout à fait exemplaires. On a parlé de Lille tout à l'heure, mais on a Strasbourg avec le programme Urbact, et aussi cette mobilisation des acteurs territoriaux et des collectivités, villes et métropoles, et qui font en sorte qu'il y a des actions transnationales et régionales qui s'appuient l'une sur l'autre. Donc, il y a vraiment des belles initiatives aussi de collectivités françaises qui sont des exemples au niveau européen. Oui. Et peut-être, moi, je lancerai une invitation aujourd'hui dans le cadre de ces échanges que nous avons. C'est peut-être que lorsque la situation ira mieux, c'est vraiment d'inviter les collectivités territoriales, les collectivités locales, lorsqu'elles le peuvent, de venir à Bruxelles. Ouais. De venir à Bruxelles pour rencontrer, par exemple, les acteurs bruxellois. Parce qu'on ne travaille pas dans une grande tour où chacun est dans son bureau. On est vraiment dans je dirais, on vient vraiment, on aime venir sur les territoires, on aime aussi rencontrer des gens, discuter avec eux. On aime aussi voir, s'entendre dire, mais est-ce que vous faites ça va pas, ou vous devriez faire comme ça. On a besoin, de la part des acteurs extérieurs, de recevoir du feedback sur la co-construction de nos politiques publiques. Donc, certes, c'est la Commission européenne qui va proposer, c'est le Conseil et le Parlement européen qui vont décider, mais on a besoin d'avoir, de la part des parties prenantes, des acteurs de terrain, de recevoir du grain à moudre pour créer des politiques publiques pertinentes pour les acteurs de l'ESS qui découleront sur des financements pertinents. Donc, voilà, moi je vous invite à venir à Bruxelles vraiment quand ça ira et c'est toujours un grand plaisir de recevoir les personnes. On voit souvent des villes venir, des régions. Il y a des bureaux régionaux, il y a des villes qui sont représentées ici à Bruxelles. Donc, n'hésitez pas à venir et à échanger aussi avec elles, parce que c'est là aussi où on a de la formation sur les derniers appels à propositions, les appels d'offres qui peuvent émaner des différents services de la Commission européenne.
Mhm. Merci beaucoup, Patrick. Et ça me fait penser que je vous partage là, à l'instant la question alors, qui a disparu de mon écran. Donc malheureusement, je ne vais pas vous pouvoir dire de qui, mais en tout cas deux têtes d'une personne qui disait comment convaincre son maire de développer un poste dédié au fonds européen. Je pense que c'est aussi un... Alors, voilà, à voir de quelle collectivité il s'agit. Et malheureusement, j'ai perdu le fil, mais en tout cas, c'est aussi un moyen, effectivement, il y avait les newsletters partagés par quelqu'un là sur les bureaux Europe des différentes régions qui, je pense, sont tellement un bon moyen de donner à voir tout ce que l'Europe représente et la potentialité que ça représente pour les collectivités d'être vraiment en lien avec l'échelle européenne. Et puis, il y a, comme vient de le dire Patrick, le fait de se déplacer. Alors après, ça s'organise, hein, peut-être un voyage, bien sûr, mais voilà, de rencontrer concrètement des acteurs, des représentants de la Commission, effectivement, ça peut aussi être un moyen. J'ai eu la question d'une personne, donc cette fois je vais essayer de faire en sorte qu'elle ne disparaisse pas avant que je la pose, de Delphine Godard-Brunet qui nous demande comment travaillez-vous avec les acteurs de l'agenda 2030. Donc l'agenda 2030 sont les fameux objectifs de développement durable. Donc quel lien, c'est vrai, c'est une bonne question je trouve, entre ce Green Deal et les objectifs de développement durable. Je pense que Patrick peut donner une réponse. Enfin, c'est vrai qu'en tout cas, au niveau de la Commission européenne, par exemple, dans le sommet qui est organisé à Mannheim, il y a vraiment cette attention aux objectifs de développement durable et à les articuler. Mais voilà, je laisse peut-être Patrick préciser. Oui, tout à fait. Dans le cadre de cette conférence que nous voulons, que nous sommes en train de préparer, qui aura lieu à Mannheim, l'un des objectifs prioritaires, c'est les objectifs de développement durable et comment les acteurs de l'économie sociale et solidaire peuvent justement favoriser le développement de certaines politiques qui visent à atteindre ces ODD. Toutes les directions générales de la Commission européenne ont comme objectif de créer des politiques publiques qui sont en étroite synergie avec les ODD. On a par exemple au niveau de notre grand secrétariat général à la Commission une task force qui se réunit aussi sur cette thématique-là. Que dire d'autre? Voilà, c'est aussi, je pense que le Green Deal se décline aussi avec les objectifs de développement durable. J'étais au mois de juin l'année dernière à Genève aussi. Il y avait une grande conférence des Nations Unies sur ESS et ODD. Et on remarque que quel que soit le secteur, alors je les avais cités tout à l'heure, je peux en reciter certains, je pense particulièrement aux questions d'alimentation, aux questions de transport, aux questions de l'emploi, qui sont vraiment importants pour la Commission. Eh bien, il est important de se dire mais comment on va pouvoir créer des politiques publiques adéquates qui vont justement stimuler toutes ces thématiques-là. Donc les ODD, en effet, pour nous sont importantes et pour les acteurs de l'économie sociale, elles doivent rester une pièce maîtresse, je dirais, de leur activité. Tout à fait. Et on a aussi l'exemple de collectivités qui s'en emparent très, très fortement. On avait l'occasion de faire une visioconférence sur économie sociale et solidaire, collectivité et objectifs de développement durable. Et voilà, là encore, c'est l'Eurométropole de Strasbourg, mais qui fait un travail d'ODDisation de son budget, donc qui vraiment regarde toute l'action publique de la collectivité au regard des objectifs de développement durable. Ça permet aussi de repenser et la manière dont est construite l'action publique et son évaluation, avec en plus un objectif de développement durable qui est la question, qu'on a déjà beaucoup abordé, de la coopération, de la co-construction, puisque la question de la gouvernance et de la manière dont sont menées et l'action publique et les services, c'est vraiment un enjeu très important dans les ODD. Enfin, là, pour le coup, ça croise aussi beaucoup ce qui peut être porté au niveau européen sur la question de l'économie sociale et solidaire. Juste pour compléter ces propos, on parlait de Mannheim. Mannheim a signé, je crois que c'était au printemps ou en septembre dernier,
avec les Nations Unies une feuille de route ODD. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle ils ont voulu travailler avec nous sur cette grande conférence sur l'économie sociale et dans le cadre de la présidence allemande. Donc voilà, un autre exemple, je dirais, en Europe, d'une ville qui a placé les ODD au cœur de sa politique de développement. Peut-être ajouter un élément, c'est que on constate que dans beaucoup d'appels à propositions transnationaux de la Commission européenne, les liens entre environnement et social sont souvent mis en évidence ou ont des points en plus dans les notations des propositions déposées. Et ça, c'est un élément qui me semble tout à fait important pour réunir les acteurs de l'ESS qui, encore une fois, veulent aussi une Europe sociale et durable dont je parlais au début de mon intervention. Et je vois les programmes Erasmus+, de formation professionnelle tout au long de la vie. Nous avons déposé plusieurs projets et quand on dépose le social et l'environnement ensemble, il y a des points en plus. Dans LIFE, quand il y a le social en plus de l'environnement, on a des points en plus. Donc, c'est des éléments qui me semblent importants qui, pour des acteurs de l'ESS qui s'intéressent aux enjeux environnementaux et donc aux ODD, les programmes européens soutiennent cette vision-là. Oui, peut-être faut insister aussi pour dire que déjà sur cette programmation sur les fonds structurels, le développement durable est un objectif transversal, de la même manière que l'égalité des chances et l'innovation. Et c'est donc des choses qui, normalement, devraient être prises en compte systématiquement dans tous les projets qui ont des financements structurels européens et sur lesquels, puisqu'il y a toujours des rapports d'activité, des rapports annuels de mise en œuvre à faire, on doit rendre des comptes sur comment ça a été mis en œuvre. Alors, c'est souvent un peu artificiel parce que, mais je rejoins un peu ce qui a été dit, c'est que, et puis je rejoins une question aussi, c'est qu'il faut faire un vrai effort de lecture de l'esprit européen et des appels à projets pour avoir accès aux fonds européens. Et ça résoudrait aussi une partie des difficultés parfois administratives, technocratiques. C'est que des fois, on veut faire rentrer des ronds dans des carrés. Mais quand même, très souvent, dans ces appels à projets, la Commission européenne et dans les fonds qu'elle alloue, je trouve qu'elle pousse les États membres vers des politiques plus vertueuses. Merci Patricia. Je partage une question de Erwin Régnier qui est chargé de plan climat, air, énergie territorial qui travaille sur des territoires ruraux. Il indique « Nous sommes confrontés à un énorme besoin de pédagogie pour réussir à faire émerger, rentrer ces visions différentes, des mentalités à l'ancienne, entre guillemets. C'est un travail long de pouvoir amener ces débats sur la table et faire en sorte que ces questions ne soient pas laissées de côté. » Est-ce que, enfin voilà, peut-être partager, alors c'est un des aspects, hein, mais le travail que l'on mène aussi au RTS en lien avec la VISE, le projet Tresson, qui est vraiment aussi tout un travail. Alors on est moins sur les questions de transition même si c'est forcément lié, mais que sur les questions plus directes d'économie sociale et solidaire, mais avec vraiment tout un outillage. Voilà, et pour les structures et pour les collectivités territoriales, sur la manière de présenter, de faire connaître l'économie sociale et solidaire, y compris sur les territoires ruraux et en lien avec les enjeux de territoire. Et puis j'en profite aussi pour faire de dire un mot sur le kit municipal lancé par le RTES avec une fiche vraiment dédiée aux territoires ruraux. Voilà, vous la trouverez aussi sur le site du RTES, mais où on a essayé là aussi de faire vraiment 4 pages dédiées à la question de l'économie sociale et solidaire sur les territoires ruraux, car effectivement, voilà, même si il peut y avoir des problématiques spécifiques qu'on essaye d'aborder, et en matière de mobilité, et en matière de liens, enfin, sur les chaînes alimentaires et les liens avec voilà, les territoires alentours, et la question de la revitalisation des centres-bourgs. Voilà, c'est aussi des choses sur lesquelles on travaille.
Ouais, et peut-être pour compléter, Chloé, dire un mot aussi pour répondre à la question sur les programmes leaders des territoires, dont je tairai les difficultés et les aléas administratifs sur cette programmation, qui sont réels, c'est pas pour ligner, mais il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est quand même dans l'état d'esprit original des programmes qui étaient très intéressants pour associer la société civile, puisque réglementairement, un programme leader n'est pas commun de collectivités, mais doit impliquer la société civile et qui sont vraiment faits pour penser et accompagner aussi des transitions sur le territoire. Malheureusement, devant la pénurie d'argent public ou je siège dans un GAL, dans un territoire qui a des leaders, on peut être tenté de dénaturer en fait la demande et la mobilisation de financement, alors de manière marginale, parce que les cadres européens permettent pas de faire n'importe quoi, mais quand même, des fois, on peut utiliser les fonds pour, c'est ce qui a été dit, pas tout à fait dans l'esprit initial. Mais fondamentalement, ce programme, il est fait pour accompagner les transitions et la co-construction des politiques sur les territoires et la coopération entre acteurs. Très bien, merci beaucoup. Pardon, je regardais les questions qui restent en suspens. J'ai l'impression qu'on a abordé tous les points, même par rapport aux questions qui n'ont pas encore, que je n'ai pas encore transmises mot pour mot, mais en tout cas, il me semble vraiment qu'elles ont, voilà, que les différents intervenants ont apporté abordé les différents points qui restent en suspens. Et puis, il est déjà 15h36, donc voilà, je ne voudrais pas vous retenir plus que ça les uns les autres, mais peut-être quand même terminer par un mot chacun. Et puis c'est vrai qu'on avait préparé cette visioconférence, on avait imaginé que vous puissiez émettre un conseil à l'attention des collectivités territoriales, hein, qui sont quand même l'essentiel du public et des participants de ce webinaire. Un conseil concret aux collectivités pour, voilà, par rapport au sujet que nous avons abordé aujourd'hui. Denis, est-ce que tu souhaites commencer? Le conseil, c'est on a cette vision d'une Europe de la transition. Saisissons-nous de cette possibilité. Et il y a des moyens financiers, il y a des moyens humains, il y a une co-construction possible et à votre disposition pour aller dans cette direction tous ensemble. Voilà. Merci. Patrick, peut-être? Je dirais très rapidement, c'est qu'on vous attend alors, tous à Mannheim pour continuer notre discussion d'aujourd'hui et qu'en effet, il est très important d'accélérer, je crois, la transition des territoires et que vraiment, sachez qu'au niveau des services de la Commission européenne, nous considérons les acteurs de l'économie sociale et solidaire comme des vecteurs de cette transition. Voilà. Merci beaucoup. Et Patricia? Un conseil aux collectivités, moi je dirais s'acculturer à l'Europe. Enfin, je pense qu'on a un vrai défi français, d'ailleurs particulièrement français sans doute, à ce sujet. Donc ça passe par, il y a des nouveaux mandats qui vont démarrer un jour peut-être. Il y a des formations à disposition des élus, donc le RTES en met, mais pas que. Il y a plein et je pense que c'est un enjeu de se former à la culture européenne et de faire un effort pour comprendre et vivre l'Europe. Et je reviendrai aussi sur la proposition de Patrick, aller à Bruxelles. Ça permet de vivre physiquement l'Europe. Enfin, je trouve que, ou même à Strasbourg, mais participer à des débats européens, voir concrètement, je trouve que ça permet vraiment de comprendre et de sortir de notre point de vue franco-français, de se dire, ah oui, on construit ensemble, donc on doit tenir compte du point de vue de l'autre. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup à Denis Stocking, Patrick Klein et Patricia Andriot. Merci à vous tous d'avoir participé, suivi ce webinaire et d'avoir participé, partagé vos informations et posé des questions. Pour information, comme d'habitude, le webinaire sera ensuite enregistré et disponible sur le site du RTES. Nous ferons un petit résumé et surtout nous mettrons tous les liens vers les appels à projets, vers les papiers, les informations qui ont été évoquées. Et puis, on se retrouve tous à Mannheim. Voilà, on va dire terminons comme ça.
Merci beaucoup à tous et puis Merci bientôt. Chloé aussi. Merci pour Merci la beaucoup. présentation. Merci. Au revoir. Merci revoir. à vous. Merci, revoir. au revoir.